C'est notre affaire. C'est notre affaire. Des métiers et des parcours professionnels. Margot Kira, avocate en droit social. Bonjour Margot. Bonjour. Alors, écoutez, je sais que les interviews, ça vous stresse, mais ne vous inquiétez de rien. Tout va aller parfaitement. Et je vais commencer par une question simple. Bonjour Margot. Eh bien, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je suis avocate en droit du travail et droit de la sécurité sociale, ce qui est plus connu sous le vocable donc de droit social, puisque ça entoure ces deux matières. Le droit du travail, tout ce qui touche en gros au contrat de travail, à la relation de travail salarié, et le droit de la sécurité sociale, qui est un peu plus vaste, concrètement, en gros, les accidents du travail, les maladies professionnelles, la protection sociale, tous les litiges avec les caisses d'assurance maladie, la CAF, tout ça. Alors, dans la seconde partie de cette émission, nous parlerons un petit peu plus en détail de chaque dossier, etc., parce que je suis allée sur votre site internet que je commence tout de suite à citer, qui s'appelle MK Avocat Paris en un seul mot. Mais tout d'abord, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour en arriver là. Ça a été quoi votre cursus ? Alors, déjà, je suis pas parisienne, ce qui est le cas de nombreux Parisiens. Je suis arrivée en 2016, ça va faire presque 10 ans. J'ai fait mes études à Bordeaux, un cursus assez classique, puisque le droit, finalement, c'est la faculté, c'est assez simple. Le concours d'avocat, c'est un concours... Enfin, le droit, la faculté de droit amène naturellement au concours d'avocat. J'ai fait un premier master en droit du travail avec le professeur Radet, qui est assez connu des initiés. C'est d'ailleurs lui que j'ai eu en licence et qui m'a donné cette passion du droit du travail, puisqu'en réalité, la problématique de l'avocat, ça va être de se spécialiser, de trouver un peu la matière dans laquelle il va trouver un écho particulier pour se lancer. C'est plus ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des avocats sont pas vraiment généralistes, même en province, si je puis dire, alors que je déteste en région. On va vers l'ultra-spécialisation des domaines, puisqu'on est quand même extrêmement nombreux. Et j'ai refait ensuite un Master 2 en droit des affaires et fiscalité, dans le cadre donc du concours d'avocat. Et ensuite, j'ai passé le concours d'avocat à Bordeaux et... Voilà. Et puis, tout de suite, enfin, j'imagine que vous avez travaillé dans un autre cabinet avant de monter votre propre cabinet d'avocat. Oui, j'en ai fait plusieurs. Alors, c'est marrant parce qu'au départ, j'avais plutôt vocation à aller vers du droit du travail côté salarié. Finalement, j'ai fait que des cabinets côté employeur. Oui. Faut dire qu'à l'époque aussi, c'était compliqué de trouver des collaborations. La collaboration libérale, ça courait pas les rues. Et puis finalement, je trouvais que techniquement, c'était quand même plus complet. Mais c'était vraiment pas ma vocation première, parce que moi, j'avais plutôt envie de défendre des salariés. Bon, aujourd'hui, je fais les deux, donc voilà, j'ai toujours fait des cabinets employeurs, mais en ayant toujours une pratique que je gardais côté salarié depuis 12 ans maintenant. Ça fait 12 ans, ça passe. Eh oui. Alors, est-ce que tout s'est toujours bien passé, ou est-ce que là, vous auriez une petite anecdote à nous raconter, ou bien est-ce que finalement, c'est un long fleuve tranquille, alors, le début de carrière, est-ce que... Non, alors, mon début de carrière n'a pas forcément été un long fleuve tranquille. Au contraire, mais il y a eu vraiment un changement de paradigme depuis que j'ai commencé sur la profession. Ah oui. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, et je pense que c'était le lot de nombreux avocats, les collaborateurs, sincèrement, étaient assez maltraités. C'était quand même, franchement, on travaillait beaucoup pour pas beaucoup. Pour pas beaucoup d'argent. Voilà, et c'était très concurrentiel, et on savait qu'on pouvait sauter à tout moment, quoi. C'était vraiment... carrément. Non, mais alors moi, ça n'a pas forcément été le cas. J'ai fait des cabinets vraiment où ça s'est bien passé, et voilà.
mais c'était extrêmement dur, la manière d'exercer. Et à l'heure actuelle, il y a vraiment un changement de paradigme, puisque c'est plutôt les cabinets qui ont du mal à recruter, des collaborateurs motivés, des collaborateurs qui n'ont pas des prétentions complètement délirantes. En matière de salaire, j'imagine. De salaire, de congés, voilà, toutes sortes de choses. Ce que je trouve bien dans un sens, parce que voilà, on a été tellement maltraités pendant des années. Il faut savoir que la collaboration libérale, c'est très particulier, en fait. Ça n'existe que chez les avocats, d'ailleurs. C'est pas un contrat de travail, comme son nom l'indique. En fait, le cabinet qui nous emploie, entre guillemets, nous rétrocède une partie des honoraires, mais nous, on déclare notre URSSAF, on est une entreprise à part entière dès l'instant où on prête serment. Et ensuite, le cabinet nous rétrocède une partie de ses honoraires. Et voilà. Donc ça fonctionne comme ça. Donc on n'a pas d'horaire, on n'a pas oui, en fait, garantie en fait. Voilà. Vous êtes un avocat libéral au sein d'un cabinet, mais simplement, vous pouvez pas vous passer de ce cabinet puisque c'est parce qu'au départ on n'a pas les moyens, les clients, voilà. Enfin, il y a des gens qui s'installent tout de suite. En tout cas, moi c'était pas mon cas. Je suis pas du sérail, donc j'avais pas, ma voie n'était pas tracée dans le monde du droit. Et voilà, mais aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de recruter, alors qu'à l'époque, c'était extrêmement compliqué de trouver une collaboration. Quand vous dites à l'époque, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça, parce que... Non, mais ça se joue depuis post-Covid, je dirais. Il y a eu vraiment un gros changement post-Covid. Et je pense que les jeunes, à l'heure actuelle, et c'est une très bonne chose, n'acceptent plus de ne pas avoir un équilibre vie pro, vie perso, n'acceptent plus cette politique de la porte ouverte, de rester des heures à rien faire parce qu'il faut pas partir le premier. Tous ces genres de choses que je trouve très sains au final, mais il faut avoir conscience quand même que c'est un métier d'engagement, un métier où il y a des périodes où on peut être plus tranquille, c'est quand même assez rare honnêtement, mais concrètement c'est un métier libéral, donc c'est un métier qui demande un engagement quand on est à son compte de chaque instant. Enfin, ça me fait un petit peu penser aux films américains qu'on peut voir avec les avocats américains qui sont là, c'est la nuit, ils travaillent, ils sont derrière sur leur bureau et tout. C'est un peu ça finalement le métier d'avocat. Oui, parce qu'en plus là, c'est vrai que, enfin là, bon, ça fait maintenant 25 ans qu'on a des emails et compagnie, mais il y a cette instantanéité qui fait qu'on est sollicité, sursollicité, que les gens comprennent pas qu'on leur fasse pas une réponse immédiatement, qu'on est obligé de recadrer. Moi, j'ai des clients qui comprennent très bien, parce qu'en fait, je suis extrêmement transparente, en fait. C'est-à-dire que je mens pas, je cherche pas à faire croire que je suis disponible tout le temps. C'est pas vrai. Mais quand j'ai commencé, il y avait ce mythe de l'avocat qui ne s'arrête jamais de travailler. Moi, j'ai des clients qui comprennent complètement. Enfin, on est dans la vie civile, comme tout le monde, et donc j'ai un enfant que je vais chercher à la crèche. Le week-end, je ne travaille que si c'est extrêmement nécessaire. Mais voilà, je pense que si on est transparent avec les clients, ils comprennent tout à fait, il n'y a pas de difficulté. Mais je sais que j'avais des cabinets où on nous disait on peut pas dire qu'on est en congé, on peut pas dire qu'on est en week-end, on peut pas, voilà, comme si voilà, les gens sont pas capables de comprendre que s'absenter. Sur un plan, j'allais dire entre guillemets économique, est-ce que ça signifie que le marché est davantage concurrentiel ou au contraire finalement se relâche un peu? Ah non, alors c'est un secteur très concurrentiel. J'ai pas les chiffres, mais on est à peu près plus de 30 000 avocats à Paris, rien qu'à Paris. En droit du travail, je sais pas combien on est, mais enfin oui, c'est extrêmement concurrentiel. Donc et puis économiquement, c'est vrai qu'on se rend compte quand même qu'il y a énormément d'avocats qui ne gagnent pas leur vie finalement. J'en parlais, il y avait un article dans Le Parisien il n'y a pas longtemps sur le barreau de l'Essonne, il me semble, où le revenu médian des avocats était en dessous du SMIC. C'est dramatique quand même, parce que... Et pourtant, je suis sûre que c'est des confrères qui travaillent sans relâche, quoi. Donc c'est pas forcément un métier où... encore une fois, il y a un mythe, le mythe de l'avocat, de campagne, le notable, tout ça. Je pense que vraiment, on en revient. Enfin... Mais il y a aussi le mythe de l'avocat, ça coûte déjà 500 € de lui serrer la main.
Alors en fait, c'est extrêmement simple. Alors c'est difficile parce que je peux pas parler au nom de tous les confrères. Bien sûr que non. Qu'encore une fois, vous pouvez admettre que quand il y a 30 000 avocats à Paris dans des domaines divers et variés, avec des honoraires pratiqués qui sont très différents et des revenus qui sont très différents, hein, ça peut être... Enfin, il y a des avocats qui gagnent des millions, des avocats qui donc gagnent le SMIC, voire moins que le SMIC. Mais... concrètement, non. En fait, l'honoraire, il est fixé librement. Après, il y a des principes qui sont notamment, effectivement, on ne va pas faire payer pareil à un patron du CAC 40, un DG, qu'à une personne qui gagne 2 000 euros brut. Donc, l'honoraire, on est censé l'adapter, ça fait partie de nos principes et ça fait partie du serment, d'ailleurs, de l'adapter en fait aux ressources de la personne à qui on s'adresse. Donc, bien évidemment, moi, j'essaie toujours d'avoir un honoraire qui soit cohérent, d'une part avec les revenus de la personne que je défends, et aussi au regard de l'enjeu. C'est-à-dire que si il y a un enjeu de 4 000 euros et sur des problématiques de droit de la sécurité sociale notamment, c'est pas des enjeux, on va pas sur des millions. Oui. Et donc si je demande 5 000 euros à quelqu'un pour qu'il en gagne 5 000, ça n'a aucun sens. Voilà, donc tout ça fait les gens voudraient qu'on vous dise mais c'est combien alors c'est tant, mais en fait je peux pas faire de réponse préconçue. Voilà, bien sûr. Pas de... Et pourtant, moi qui suis allée sur votre site internet mkavocat.fr, que j'ai fait moi-même pendant le confinement. Eh bien, j'ai vu que je pouvais vous poser une question et qu'il y a le tarif qui est annoncé. Et j'ai trouvé que c'était bien. Alors ça, c'est le CNB, le CNB, Conseil national des barreaux, qui propose cette interface. D'accord. Donc c'est sécurisé, puisqu'il y a un prépaiement. D'accord. Donc ça permet de sécuriser le prépaiement. Je trouve que c'est un avantage pour le justiciable, puisque effectivement, il peut booker en fait un rendez-vous directement. Donc soit c'est ça, une petite question écrite, une plus grosse consultation, je sais plus d'ailleurs ce que je propose. Vous proposez soit un rendez-vous téléphonique, voilà, soit un premier rendez-vous. Voilà, soit une question écrite. C'est un petit peu plus cher pour une question écrite, mais j'imagine que tout est bien bordé. Et c'est la question première fois que je vois ça. Non, alors il y a pas mal de confrères qui l'utilisent. La question écrite, finalement, on l'a pas trop utilisée, mais c'est vrai que la plupart de mes clients passent par l'interface pour la prise de rendez-vous. Et donc, ça permet voilà, de me contacter directement. On me propose 3 dates et 3 horaires, et je réponds et on se met d'accord. D'accord. Voilà, je trouve ça extrêmement pratique, c'est sécurisé. Et effectivement, c'est un forfait, en l'occurrence, vous avez raison, de 120 € TTC, parce que là, c'est un premier rendez-vous, sachant que il arrive, selon l'honoraire que je pratique, que j'enlève ce rendez-vous, je le déduis en fait de l'honoraire que je vais faire ensuite. Pratiquer ensuite, d'accord. Alors, donc tout à l'heure vous m'avez dit, vous vous adressez un petit peu à tout le monde, mais quand même, est-ce que c'est plutôt des particuliers qui font appel, donc les dossiers, c'est plutôt des dossiers de particuliers ou plutôt des dossiers d'entreprise? C'est-à-dire finalement, dans ma question, ça revient à dire, dans le monde du travail actuel, qui a le plus souvent recours à un avocat? Est-ce que c'est balancé? Est-ce que c'est... Alors, moi, j'ai commencé le métier d'avocat, et donc j'ai toujours fait que du droit du travail, hein, donc avocat en droit du travail. On m'a toujours dit, c'était vraiment très spécifique à l'époque, on m'a toujours dit, tu dois choisir entre défendre des employeurs ou défendre des salariés. Il y avait une vraie dichotomie que j'ai jamais compris, comme s'il y avait forcément un antagonisme de base, et c'est vrai que le droit du travail, mais c'est pas le bon terme, mais là, on me présentait ça comme un antagonisme de base, c'est-à-dire que le salarié est contre l'employeur, donc tu dois forcément choisir, tu ne peux pas représenter les deux. Le droit du travail, je crois pas qu'il ait été construit sur un antagonisme, parce que imaginer le monde de l'entreprise comme des intérêts antagonistes, je trouve ça très dangereux. Je pense que si on considère ça, on peut pas avoir de paix sociale et on peut pas avoir une entreprise qui fonctionne, parce que si on considère que c'est l'un contre l'autre. Voilà. Ah oui. Et je crois qu'aujourd'hui, quand même, là aussi, il y a un changement de paradigme au sein des entreprises, parce que je crois qu'aujourd'hui, les gens prennent conscience que c'est en associant les salariés, notamment avec toutes les nouvelles lois sur l'épargne salariale, le fait de prendre des parts aussi dans la société, et je trouve qu'on va de plus en plus dans ce mouvement-là. On commence à comprendre qu'en fait, on n'est pas dans des intérêts antagonistes. Mais moi, on m'a toujours présenté ça en disant, tu dois choisir. Et j'ai toujours refusé de choisir, en réalité, parce que je considère que d'une part,
conseiller des entreprises et défendre des salariés, ça permet de s'enrichir de chaque situation pour arriver à être à même de se faire l'avocat du diable dans telle ou telle situation pour comprendre les arguments, les contre-arguments. Voilà, donc je pense que ça se nourrit et ça nourrit ma pratique juridique et judiciaire. Donc je pense que c'est plutôt un avantage. Et en plus, véritablement, encore une fois, moi je vois pas le monde de l'entreprise et je vois pas le droit du travail comme des intérêts qui s'affrontent. Contraire. Donc pour moi, je peux faire l'un ou l'autre en fonction des dossiers, en fonction. Donc ça peut être parce que la question de base, c'était qui a le plus besoin d'un avocat en droit du travail. En fait, il faut faire, et comme pour tous les avocats, je pense, la distinction entre le conseil et le contentieux. Donc le conseil, ça va être accompagné, alors sans saisine d'un juge, en réalité. Voilà, on est vraiment dans l'accompagnement juridique face à une situation donnée. Donc ça, le conseil, naturellement, c'est plus orienté vers les entreprises, puisque c'est elles qui ont besoin au quotidien d'être accompagnées, parce que le droit du travail, c'est vraiment un droit du quotidien, avec des problématiques parfois vraiment... on a l'impression que c'est une question extrêmement simple, mais c'est extrêmement compliqué. Par exemple, est-ce que je dois payer mes salariés quand ils s'habillent Enfin voilà, on pourrait dire non, mais c'est toujours extrêmement compliqué. Donc ça, le conseil touche plutôt aux employeurs, mais effectivement, il peut y avoir du contentieux. Et donc le contentieux, par la force des choses, est plutôt réservé aux salariés, qui donc vont saisir le conseil de prud'homme pour contester leur licenciement, demander des rappels de salaire, voilà. D'accord. Donc, alors tout à l'heure, dans la deuxième partie, vous nous direz exactement ce que vous faites, par exemple, si une espèce de pas une petite liste, mais enfin, pour qu'on sache un petit peu qu'est-ce que tout ça recouvre. Mais ma dernière question, avant que l'on fasse une petite pause, c'est il y a combien de personnes qui travaillent dans votre cabinet? Est-ce que vous avez une associée? Est-ce que vous prenez des stagiaires, des apprentis, etc., etc.? Non, pour le moment, je suis toute seule, donc très occupée. Mais non, pour le moment, je n'ai pas encore réfléchi à ces problématiques-là. Ça me va bien. J'ai un rythme. D'accord. Je suis jeune maman, donc encore une fois, je fais passer. Enfin, je fais pas passer. J'essaie de trouver un équilibre assez naturel entre ma vie pro et ma vie personnelle, et donc je développe tranquillement. Très bien, très bien. Merci Marc Okira. Donc nous allons faire une petite pause musicale et après vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Hey everybody. This story has got to do with a crazy little man I used to know, what I called the X-Man. He's about an inch of plastic figurine that I found behind the couch without too many other things. He was holding an axe with his right hand, wearing a green tank top and burgundy pants, green wristbands and a green cummerbund, with little black combat boots I'm not done. He had a bald head and a fat midsection, and what most might call a white person's complexion. Had a stupid grin and black dots for eyes, like a fat Mr. Clean and barbarian disguise, or perhaps like the Buddha moonlighting like a Viking, always so content and so delighted while he's striking. Well, is it just me or was his grin condescending, saying I'm always happy but you're just pretending? You know I always hold this axe but you'll always be defending. You're human and I'm not, so you worry and feel empty.
shut up, I yelled and realized he wasn't talking. Turned my head for a second and I thought I saw him walking. So I tried to sleep, then he came to my dream. Breathing life-size, much larger than me. Holding the axe overhead, but completely stationary. Alors, je reçois aujourd'hui dans C'est notre affaire Margot Kira, avocate en droit social. Margot Kira, nous venons d'entendre quoi ? Une petite musique que vous avez choisie. Et en dehors du micro, vous m'avez dit pourquoi. Alors allons-y, pourquoi ? Oui, c'est Willis Earl Bill, The Axemen. Alors pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup cette musique. Je me doute. Et que, comme je vous le disais, je trouve que c'est vraiment une musique du dimanche matin, quand il fait beau, une sorte de lumière particulière. Enfin, je trouve qu'elle met de bonne humeur, elle est douce, elle est enjouée, voilà. Voilà, et comme vous avez un sourire toujours extrêmement bienveillant, et depuis tout à l'heure, vous me souriez, et vous savez mettre les gens en confiance, parce que moi, finalement, je ne vous connais pas, et donc je peux dire à nos auditeurs que vous êtes parfaitement bienveillante. Alors, ma question de maintenant, ça va être, quelles sont, à l'intérieur de ce droit social, vos spécialités ? Parce que, une fois encore, je suis allée voir votre site et j'ai vu droit du travail, droit de la sécurité sociale. Alors là, ça m'a paru compliqué. Mais alors le pire, c'était contentieux URSSAF. Et là, ça m'a donné une vision de l'éternité. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire de quoi il s'agit ? Le contentieux URSSAF, je suis en plein dedans, là, dans un dossier. C'est extrêmement simple. Non, mais en soi, enfin, je veux dire, pas le fond du dossier. C'est l'URSSAF, en gros, qui va pratiquer des redressements par rapport à des cotisations sociales, des choses que vous avez déclarées et de manière indue. Et donc, là, à l'heure actuelle, par exemple, il y a pas mal de problématiques liées à l'activité partielle, puisque beaucoup de sociétés ont fait appel à l'indemnisation de l'activité partielle pendant la période Covid. Que le gouvernement a lancé un grand plan pour venir a posteriori contrôler ces situations pour vérifier qu'il n'y ait pas des demandes qui étaient justement indues. Et donc voilà, ça va être l'URSSAF, en fait, il y a toute une procédure, c'est très réglementé. L'URSSAF va procéder à un contrôle au sein de l'entreprise ou sur pièce et va ensuite vous adresser une lettre d'observation en vous faisant état de tout un tas de redressements qu'elle envisage de faire. Vous avez la possibilité d'y répondre. C'est là que c'est très utile d'avoir un avocat ou un bon comptable, ou les deux d'ailleurs. Et ensuite, au regard de l'argumentaire que vous avez développé, l'URSSAF peut réajuster, c'est-à-dire abandonner certains redressements ou pas. Et ensuite, vous signifie une mise en demeure, donc des sommes que vous devez régler. Oula. Que vous pouvez encore contester, soit devant la commission de recours amiable, soit devant le juge. Voilà, donc c'est finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais et surtout c'est le quotidien de beaucoup d'entreprises. Alors, on peut aussi, et c'est vrai que je l'ai obtenu à plusieurs reprises, obtenir la nullité du redressement pour non-respect de la procédure. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'avoir un avocat, parce que parfois, on peut passer à côté de cas de nullité, et ça permet d'annuler le redressement, de l'annuler. Oui, et voilà. ça doit faire plaisir quand même à vos clients. Notamment certains clients qui, je pense, me remercient encore aujourd'hui de leur avoir fait annuler leur redressement pour plus de 20 000 euros. Quand on est une petite boîte, c'est pas négligeable. Oui, tout à fait. Et alors, le droit de la sécurité sociale, c'est pareil, Madame Sécu, elle peut réclamer des trucs et ça ne se passe pas bien ? Alors, depuis quelques années, pour prendre un exemple un peu plus concret, j'ai pas mal de dossiers de jeunes femmes qui sont pas indemnisées pour leur congé maternité. Ça, c'est aussi dramatique, sincèrement, parce que c'est des jeunes femmes qui se retrouvent du jour au lendemain, qui pensent que tout roule et qu'elles vont déclarer leur grossesse et que elles vont être indemnisées et qu'il n'y aura aucun problème. Et en fait, elles se retrouvent du jour au lendemain sans rien pendant des mois et des mois. Et il s'avère que j'ai quand même gagné pas mal de dossiers parce que finalement, après
avoir recours donc à un avocat qui va mettre le nez dans le dossier. Il s'avère que la caisse, la CPM, en fait, c'est trompé. Voilà, c'est trompé, a fait une mauvaise analyse du dossier et donc en fait a retenu ces sommes, ne les a pas versées à l'assuré alors qu'elle y avait droit. Donc j'ai eu sur les 3 dernières années à peu près 6 ou 7 dossiers dans le genre. Ce qui est marrant parce que c'est vraiment arrivé comme ça et puis finalement j'ai plusieurs dossiers comme ça sans que les personnes se donnent le mot. Et donc, on est obligé d'aller jusque devant un juge pour que la caisse finisse par dire « Ah oui, désolé, effectivement, je me suis trompée. Je verse les montants. » Mais donc, entre-temps, l'assuré a dû faire appel à un avocat, donc a engagé des frais. Et on est obligé d'aller devant un tribunal pour demander le remboursement des frais d'avocat. Un remboursement que j'ai obtenu à plusieurs reprises, puisque c'est pas à l'assuré de se retrouver à payer en plus un avocat, alors que concrètement, elle aurait dû avoir son. Mais en fait, c'est des problématiques d'assurés qui, quand on est salarié, finalement, j'ai envie de dire. Le dossier est plutôt fluide et ça se passe plutôt bien, même si parfois la CPM peut mettre du temps à payer. Mais bon, encore une fois, c'est pas la faute de la caisse, c'est le service public qui est défectueux et c'est pas la faute des personnes qui travaillent à la caisse, hein, c'est le problème du service public en général. Et donc en fait c'est plutôt des problématiques d'assurés qui vont avoir à un moment donné exercé comme indépendants ou qui vont être partis à l'étranger. Enfin, à partir du moment où il y a un petit caillou dans la chaussure, ça va poser problème et donc elle se retrouve sans rien. D'accord. Rolling Stone. Voilà, la pierre qui roule et qui finit par être une montagne dont on c'est dramatique parce que on vient d'accoucher, on n'a pas de ressources, on s'imaginait que tout allait encore bien fonctionner et puis on se retrouve avec 11 000, 12 000, 20 000 euros qui sont pas versés. Donc c'est pas anodin. C'est pas anodin, non. Alors pour terminer, plutôt que de dire ce que vous faites, donnez-nous un conseil. Par exemple, qu'est-ce que nous avons comme protection disponible en cas de harcèlement ou de discrimination? Ce sont des questions d'actualité en quelque sorte. Et je voulais savoir si dans mon travail je suis harcelée ou si je suis discriminée pour ma religion, ma couleur de peau ou quoi que ce soit. Est-ce que je peux faire appel à vous? Oui, alors c'est malheureusement des problématiques assez récurrentes sur les discriminations. Actuellement, j'ai un dossier discrimination liée à l'état de santé, discrimination liée à la grossesse dernièrement, discrimination en raison de la religion également. Donc finalement, c'est quand même ce sont des très dossiers actuel. Voilà. Le harcèlement aussi. Alors, sachant qu'il y a un volet droit du travail, puisque souvent, le harcèlement va conduire à une rupture du contrat, alors qu'il peut être soit un licenciement pour inaptitude, soit une prise d'acte, c'est-à-dire je m'auto-licencie parce que je ne supporte plus mes conditions de travail qui sont délétères, voilà. Mais il y a aussi un volet donc sécurité sociale, c'est ça que c'est intéressant quand même que je fasse les deux. On va demander la reconnaissance de la maladie professionnelle et éventuellement aller jusqu'à solliciter la faute inexcusable de l'employeur, qui permet, parce que bon, la maladie professionnelle permet pas une indemnisation à juste, enfin voilà, qui va vraiment compenser le préjudice. Parce que là encore une fois, j'ai pas mal de dossiers de jeunes femmes qui ont une 50aine d'années, qui ont donné 25 ans de leur vie à une boîte. C'est souvent le même contexte, souvent. C'est-à-dire qu'il va y avoir un changement de gouvernance et elles vont se retrouver en fait harcelées et mis au banc de cette boîte. Donc on vient pas juste demander de l'argent pour demander de l'argent. Il y a un préjudice, il y a des conséquences sur ces personnes qui sont en dépression, qui ne réenvisagent pas de travailler. Enfin, c'est dramatique, encore une fois. Donc, c'est pas... voilà. Eh bien, Margot Kira, merci. Nous arrivons au terme de notre entretien. Donc, nos auditeurs savent maintenant qu'il ne faut jamais hésiter à faire appel à un avocat ou une avocate. Merci. Donc, je rappelle, vous êtes avocate en droit social. On peut vous trouver grâce à votre site internet. Comme ça se prononce, MK Avocat, comme Margot Kira Avocat Paris. Donc, mkavocatparis.fr. Et votre cabinet est situé, comme son nom l'indique, à Paris. Voilà. Merci beaucoup, Margot. Merci. Et à bientôt. À bientôt. C'est notre affaire. C'est notre affaire. Des métiers et des parcours professionnels.
Kokira, avocate en droit social.